récurrent et nous vous remercions de votre fidélité. Ce matin, la majorité des participants n'est pas membre de l'IEAM, donc un petit mot de rappel pour vous dire qui nous sommes. Nous sommes une association qui réunit des experts, des arbitres et des médiateurs. Et nous sommes un acteur majeur en matière de médiation judiciaire et de médiation conventionnelle. Nous sommes également présents dans le domaine de la formation. Pour ceux d'entre vous qui sont intéressés par la médiation et qui ne sont pas encore formés, sachez que nous avons une session qui va démarrer au mois de septembre 2022, fin septembre, pour une formation à la fonction de médiateur. Donc, comme je vous le disais, nous avons pour habitude au cours de nos matinales d'accueillir des personnalités issues du monde de l'entreprise, du monde judiciaire, du monde universitaire, ainsi que des professionnels libéraux, avocats et experts. Aujourd'hui, c'est Aurélie Gaillotte que nous accueillons, qui nous fait le plaisir et l'honneur de venir nous parler. Madame Gaillotte, bonjour. Bonjour, madame. Vous êtes un tout petit mot de rappel pour expliquer aux participants qui vous êtes, quel est votre profil. Vous êtes titulaire d'un DEA de droit du travail et de droit syndical de l'Université de Paris-Nanterre, ainsi que d'un magistère de droit social. Vous avez intégré l'ENM à la suite du concours universitaire en 2004. Puis c'est votre premier poste dans la magistrature au parquet de Meaux en 2006, qualité de substitut du procureur, avant d'être affecté au tribunal de grande instance de Grenoble en 2008, où vous exercez pendant 8 ans la plénitude des fonctions du siège, juge correctionnel, juge aux affaires familiales, président du tribunal aux affaires de sécurité sociale et enfin juge civil. Puis c'est le tribunal de grande instance de Chartres qui vous accueille en 2015. Vous accédez au premier grade en prenant un poste de vice-présidente chargé des fonctions de juge des enfants, avant d'être affecté en 2017 à la chambre civile du tribunal de Chartres, où vous êtes chargé, en tant que présidente du pôle social, de mettre en œuvre la réforme des pôles sociaux. C'est ainsi le retour à vos amours, si j'ose dire, le droit du travail, le droit syndical et le droit social. Depuis 2019, c'est au tribunal judiciaire de Paris que vous exercez votre office, au pôle social, dans une chambre civile, où vous traitez, en procédure écrite, des conflits collectifs du travail, de la prévoyance, des retraites complémentaires et des contentieux de Pôle emploi. Et vous êtes chargé de la présidence des référés sociaux. C'est à ce titre que nous vous accueillons aujourd'hui. Je vais très vite me taire pour laisser la parole à Jocelyne Canetti, présidente de la commission communication. Jocelyne, la parole est à toi. Bonjour, nous sommes très nombreux et nous en sommes très heureux aujourd'hui. Le principe, on va laisser parler Madame Gaillotte pendant 20-25 minutes. Je vous propose d'écrire vos questions sur le petit onglet en bas qui s'appelle « Converser » de manière à ce que nous puissions grouper les questions. Et avec Éric Séban, qui est vice-président de l'IEAM, nous vous passerons la parole, nous poserons les questions à Madame Gaillotte que vous avez bien voulu poser au cours de son entretien. Voilà. On espère vous retrouver aussi à partir du 13 septembre pour plein de manifestations de matinale qu'on vous décrira très prochainement. Madame Gaillotte, je vous passe la parole. Merci, madame. Donc, bonjour à tous. Je suis ravie d'être parmi vous ce matin et d'intervenir dans la matinale de l'Institut d'expertise de médiation et d'arbitrage qui me fait le plaisir de me convier. Donc, sur les conflits collectifs du travail, en trois points, tout succinctement, je présenterai le pôle social de Paris pour vous situer, puisque toutes les personnes ne connaissent peut-être pas le pôle social et la matière. Ensuite, deuxième point, présentation des conflits collectifs du travail. Et enfin, bien évidemment, le cœur de notre sujet, la médiation dans les conflits collectifs, avec une petite ouverture sur la conciliation au prud'homme et la médiation au prud'homme et la conciliation en sécurité sociale au pôle social, en dernier point. Alors, on avait prévu 30 minutes d'intervention, donc je vais essayer de ramasser, mais bon, c'était à peu près le timing que je m'étais fixé. Donc, le pôle social de Paris, vous l'avez compris, c'est le regroupement de contentieux, de matières au sein d'un pôle d'activité.
Donc, le pôle social de Paris, ce n'est pas la juridiction pôle social, puisque la juridiction pôle social, Madame Duparc l'a indiqué, il a été créé, donc c'est un regroupement de juridictions qui a été créé à partir du 1er janvier 2019 entre les contentieux de la sécurité sociale, le contentieux du handicap et l'aide sociale. Donc ça, c'est une juridiction à part au sein du tribunal judiciaire donc là, quand je parle du pôle social de Paris aujourd'hui, c'est un regroupement d'activités qui comprend notamment la juridiction pôle social, donc le contentieux de la sécurité sociale, mais pas seulement. Puisque le pôle social de Paris, donc, il est dirigé par une coordinatrice qui est Madame Catherine Descamps, qui est première vice-présidente, et il regroupe en réalité quatre parties: le départage prud'homal, le contentieux des élections professionnelles, le contentieux de la sécurité sociale dont je viens de parler, et la chambre 1-4, donc dont je fais partie, avec Madame Descamps et notre collègue Madame Herzog, qui traite, elle l'a indiqué déjà, les matières que nous traitons, je ne vais pas le reprendre, mais la particularité, c'est que nous avons à la fois la procédure écrite et les référés sociaux. Alors, c'est un terme peut-être impropre qui regroupe les référés et les procédures accélérées au fond. Donc, l'intervention va ensuite préciser, donc je vais préciser un petit peu ce que sont les conflits collectifs du travail. Alors, ceux qui connaissent déjà, ça va être une redite, mais bon, c'est important de savoir de quoi on parle. Les conflits collectifs du travail se définissent par leur objet et par les parties en cause. Donc, l'objet des conflits collectifs du travail, à la différence des conflits individuels, du conflit individuel qui se trouve place devant le Conseil des prud'hommes et a trait à un intérêt personnel du salarié. Les conflits collectifs concernent justement l'intérêt collectif des salariés et de la profession, c'est-à-dire un intérêt qui dépasse celui des salariés et qui n'est pas non plus le cumul d'intérêts individuels. Donc, il faut qu'il y ait un intérêt supérieur. Alors, je donne des exemples, c'est l'application de dispositions législatives, réglementaires. Ça peut être aussi l'application d'une convention collective dans l'entreprise, d'un usage, et aussi de principes d'ordre public tels que l'égalité de traitement entre les salariés, le droit de grève. Voilà, donc l'intérêt collectif par son objet et par les parties en cause, puisque devant notre chambre en conflit collectif, nous avons des groupements. Donc, groupements d'abord les syndicats professionnels, groupements de salariés, syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs, les sociétés bien évidemment. Donc, puisque vous le savez, le syndicat représente l'intérêt collectif de la profession et peut demander réparation du préjudice. Donc, c'est lui qui va porter cet intérêt collectif devant le tribunal. Ça peut être également le comité social et économique, je vais en reparler, mais c'est un acteur incontournable de la représentation du personnel dans l'entreprise. Et depuis les ordonnances dites Macron en septembre 2017, c'est l'acteur unique en matière de représentation du personnel qui a fusionné les anciennes instances, comité d'entreprise, CHSCT et délégués du personnel. Donc, qui a mis en place au-delà de 11 salariés dans les sociétés. Alors, le comité social économique, que j'appellerais CSE dans la suite de mon intervention, est chargé d'assurer la représentation collective des salariés dans l'entreprise et il est intéressé et consulté dans toutes les décisions qui ont trait à la gestion, l'évolution économique et financière de l'entreprise. Alors, il a le droit d'agir en justice, pour résumer, mais quand il s'agit de défendre ses pouvoirs, ses prérogatives, c'est-à-dire que lui, à la différence du syndicat, ne peut pas agir pour demander l'application d'une convention collective, sauf s'il a un intérêt ou qu'il a lui-même signé cette convention collective. Donc, il y a vraiment, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais pour vous dire que ces questions de recevabilité devant le tribunal judiciaire alors, il faudrait peut-être couper les micros pour ceux qui l'ont pas fait. Donc, ces questions d'intérêt collectif et de recevabilité sont très importantes devant le tribunal. Je l'évoque juste pour dire que depuis la réforme du décret de 2019, c'est le juge de la mise en état qui en est saisi en procédure écrite. Ensuite, si c'est une assignation à jour fixe, le tribunal tranche ces questions. Bon, ça c'était un aparté pour vous indiquer quels étaient les acteurs et l'objet de ces conflits collectifs.
J'espère que vous avez avoir un petit peu éclairé sur ce point. Et ensuite, donc, vous illustrez ces conflits collectifs récurrents. Madame Nobilet, il faudrait couper votre micro, s'il vous plaît. On entend quand vous parlez. Merci beaucoup. Elle ne l'a pas coupé encore, je crois. Donc, on va demander peut-être à la technique de le faire. Si ça a l'air d'être bon, je crois. Donc, je reprends. Alors, s'agissant des conflits récurrents, et on va y revenir tout à l'heure après, s'agissant de la médiation. Donc, ce qui revient dans nos conflits, c'est les contentieux de la validité de la convention collective. Donc, ça, c'est des conflits que nous avons en procédure écrite, mais qui sont rapides, puisque le législateur prévoit un délai d'action de 2 mois pour la partie qui conteste cette convention collective et le juge qui doit trancher dans un délai également rapide de 6 mois en principe. Donc, ces contentieux des conventions collectives viennent en assignation à jour fixe pour permettre une action rapide du juge. Donc, elle est enserrée par un délai de 2 mois, mais quand le CSE justement veut contester malgré tout la convention, c'est possible par le biais d'une exception d'illégalité qui, dans ce cas-là, ne sera pas enserrée par ce délai butoir de 2 mois. C'est un arrêt récent de la Cour de cassation. Alors, donc, à part ces contentieux de la validité des conventions collectives qui sont très importants devant notre chambre, nous avons des contentieux d'actualité, entre guillemets, toute la question de la pandémie de Covid-19, puis les situations de télétravail nous ont amené de nombreuses questions plutôt nouvelles. Alors, au départ, c'était l'application des mesures de sécurité, de garantie de la santé des salariés qui sont venus en référé. Ensuite, toutes les questions liées au télétravail, avec les questions d'égalité de traitement, l'attribution de tickets restaurants aux salariés, le remboursement des frais professionnels en télétravail, la prise en charge des frais de transport quand les salariés décident d'aller habiter en province. Donc, on a énormément de questions d'actualité liées au télétravail. Au niveau des conflits récurrents que nous avons dans la Chambre, nous avons les conflits au sein des syndicats, donc à l'intérieur même d'un syndicat, mais qui touchent aussi à la liberté syndicale, ceux qui touchent au droit de grève, qui donnent surtout lieu à des actions en référé, bien évidemment, pour mettre fin à un trouble manifestement licite ou l'atteinte à la liberté d'entreprendre. Et alors, enfin, entre guillemets, mais l'essentiel de notre cœur de sujet en référé, là je parle un peu plus des référés, c'est l'action du comité social et économique. J'en ai parlé tout à l'heure. Mais c'est une institution qui a de nombreuses attributions au sein de l'entreprise, un monopole d'attribution sociale et culturelle lorsque les effectifs sont supérieurs à 50 pendant 12 mois consécutifs. Le CSE a également des attributions économiques. Il a des attributions en matière de protection de la santé et de la sécurité des salariés, qu'il peut déléguer aux commissions de sécurité et des conditions de travail dans certaines conditions. Mais ce comité social économique a des droits pour exercer ses prérogatives, que je résume rapidement. Un droit de consultation qui peut être à la fois ponctuel dans le cas d'un projet important de modification de la situation juridique et économique de l'entreprise, ou également un droit de consultation récurrent et annuel s'agissant de la situation économique et financière de l'entreprise, la politique sociale, des orientations stratégiques avec un droit d'accès à des documents obligatoires dans l'entreprise qu'on appelle les bandes de données économiques et sociales. À côté du droit de consultation, il a des droits d'alerte économique et en cas de danger grave et imminent. Et il a également un droit de recourir à expertise en cas de projet important et de risque grave, comme je l'ai précédemment indiqué, et également pour les consultations récurrentes, donc où il peut désigner un expert comptable. Alors ça, ces procédures du CSE sont extrêmement importantes parce qu'on va les retrouver de façon majoritaire dans les référés sociaux, entre guillemets, dont j'ai parlé tout à l'heure. On a à la fois le référé, mais plus particulièrement sur tous les pouvoirs du CSE pour avoir une action rapide du juge. J'entends un écho, je ne sais pas si c'est résorbé. Donc, le CSE a une action, et l'employeur également, sur de nombreuses prérogatives du CSE, c'est la procédure accélérée au fond.
La procédure accélérée au fond, donc qui permet une saisine du juge, notamment, je parle par exemple des expertises, parce que concrètement, un CSE décide de recourir à une expertise pour examiner la situation économique et sociale, économique et financière de l'entreprise. Il désigne un expert. L'employeur, s'il veut contester la décision du CSE, a 10 jours pour saisir le juge sur une procédure accélérée au fond. Accélérée au fond parce que c'est un peu particulier comme terme, mais ça permet au juge de rendre un jugement dans un délai restreint afin de ne pas retarder l'action du CSE. Donc, c'est pour ça qu'on appelle cette procédure accélérée au fond, avec un pouvoir du juge qui est limité dans cette action, avec des pouvoirs qui sont listés par le texte. Alors, je vous en parle parce que dans les référés sociaux, on retrouve énormément de procédures accélérées au fond, tant dans les contestations d'expertise, qui se traitent énormément plus favorablement à la médiation, dont je parlerai ensuite. Et on a également aussi les questions d'accès du CSE aux informations, aux documentations, quand il est consulté par l'employeur. Par exemple, l'entreprise envisage une réorganisation et comme c'est un projet important, il va consulter le CSE. Mais le CSE, s'il considère qu'il n'a pas assez d'éléments pour décider et donner son avis, peut saisir le juge, toujours dans le cadre d'une procédure accélérée au fond, dans son délai de consultation pour demander des documents complémentaires et de prolonger son délai pour que son avis soit utile à la décision de l'employeur. Donc voilà, vous voyez, il y a des procédures qui sont dédiées pour permettre le respect des droits des salariés dans l'entreprise. J'ai parlé des procédures accélérées au fond. Il y a également les référés. Donc, il s'agit de décider s'il existe un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent dans le cadre de l'article 834 et 835 du Code de procédure civile. Typiquement, on est dans le cadre de droit de grève, exercice de droit de grève, mais également lorsqu'il y a une application illicite d'une convention collective, les syndicats peuvent par exemple demander la suspension de l'application d'un accord, ou bien quand il y a un conflit dans un syndicat, voilà. Et également les procédures au fond classiques, que j'ai déjà tout à l'heure indiquées, où on a l'ensemble de CSE qui peut revenir avec des désignations de membres des commissions également. Alors, je vais en arriver à notre cœur de sujet, bien sûr, la médiation dans les conflits collectifs du travail, puisque c'est aujourd'hui l'objet de la matinale. Donc, d'abord, je vais vous indiquer, il me semblait utile de rappeler l'intérêt de la médiation dans les conflits collectifs du travail. Parce que, en fait, souvent, quand vous en parlez aux acteurs et aux avocats, ça c'est une généralité, mais il y a quand même quelques réticences encore vis-à-vis de la médiation, puisque d'abord, les acteurs nous disent, en fait, on a l'habitude de pratiquer le dialogue social donc, et la négociation. Alors, le juge, lui, il est là pour trancher quand on a un litige. Donc, en quoi est-ce qu'un médiateur serait utile ? Les avocats nous disent aussi qu'ils ont dans leur cœur de métier de tenter une conciliation des démarches amiables entre les parties et entre avocats. Donc, en quoi la médiation serait utile? Voilà une autre réticence. Une troisième réticence peut dire qu'il existe des intérêts divergents qui empêcheraient un dialogue constructif en médiation. Ou encore, un autre argument, ce serait de dire que les organes collectifs, donc le CSE ou les syndicats, ont un budget qui est limité et qui ne permettrait pas de financer la médiation. Alors, ces quelques premiers obstacles n'annulent pas l'intérêt de la médiation dans les conflits collectifs. Alors, précisément, j'ai été faire un stage en juridiction allemande à côté de Leipzig, à Halle, et j'ai pu voir que la médiation, en fait, est instituée dans tous les types de contentieux où vraiment, je me disais au départ, mais pourquoi devant le juge des enfants, la médiation j'étais assez étonnée. En réalité, je me suis rendu compte que c'est plus un état d'esprit qui doit être incité, impulsé, et afin de convaincre les acteurs de l'intérêt de la médiation, que finalement, il n'y a pas de matière qui se prêterait ou pas à la médiation et qu'au contraire, elle est utile dans les conflits collectifs. Alors justement,
Donc, premier intérêt de la médiation que je pourrais voir, c'est que les acteurs au litige deviennent partie acteurs de leur procès. Donc ça va un petit peu dans le mouvement de la société, de l'individualisation de celle-ci, et donc le fait de jouer vraiment dans son intérêt, d'avoir un rôle actif, c'est un premier point intéressant. Le deuxième point, c'est donc le juge, il est saisi d'une question juridique à trancher. Mais quand on creuse un petit peu dans les conflits collectifs, souvent, il y a un contexte ou un différent sous-jacent qui n'est pas forcément abordé par les parties dans leurs conclusions, mais qui justement va pouvoir être résolu par le médiateur qui est spécialement formé, qui va être là pour aborder non pas seulement le point de droit, mais justement le problème dans son ensemble. Résoudre le problème par voie de communication, de non-dit, des choses qui dépassent en fait le point en litige. Ensuite, tout d'abord, la médiation, c'est un point qui me semble important pour permettre de poursuivre le dialogue social au sein de l'entreprise, puisque le juge va trancher le litige, mais il ne va pas renouer le dialogue. Alors que l'aide du tiers, du médiateur qui est formé et armé pour ça, il va permettre d'être déterminant et d'apaiser le conflit, ce qui est un élément très important. Alors, dernier point que je peux voir aussi, et là, c'est l'intérêt plus pragmatique des juridictions, il ne faut pas se le cacher, la médiation permet un traitement des affaires qui peut être en amont d'audience et qui peut être également en dehors de l'intervention du juge et qui a un intérêt pour raccourcir les délais de traitement. Dans le contexte de l'encombrement de la justice, c'est un intérêt qui n'est pas négligeable pour le juge et pour le justiciable, bien évidemment, puisque c'est lui également qui subit les délais de traitement. Ensuite, la médiation s'inscrit dans le mouvement d'incitation du législateur au développement des mares, de l'obligation de saisir le juge avant la saisine du tribunal et de la loi de confiance dans la justice et enfin plus particulièrement du décret du 25 février 2022 qui a institué plus particulièrement l'injonction de médiation et également qui a institutionnalisé, reconnu la pratique de la médiation même devant la Cour de cassation à la suite du rapport rendu en 2021 par la Cour. Également, la loi de confiance pour la justice a prévu la mise en œuvre d'un Conseil national de la médiation qui n'est pas encore en place, mais qui aura vraiment son utilité pour unir un petit peu et résoudre les questions délicates sur la médiation. Voilà, alors maintenant, donc, je vais vous présenter sur la médiation ce que j'ai pu pratiquer au sein de notre chambre dans les conflits collectifs, donc la mise en œuvre de la médiation dans les contentieux que je traite, puisque fort de ce stage, je me suis dit, je mettrais bien en œuvre la médiation au sein de notre chambre. Avant le Covid, donc j'avais l'idée de mettre en œuvre des audiences avec présence du médiateur pour expliquer aux parties la médiation et la décider en direct. Mais avec le Covid, bien évidemment, le distanciel s'est instauré. Je n'ai pas renoncé. Et donc, j'ai expérimenté d'abord l'injonction de médiation. Je parle d'injonction parce que jusqu'en avril 2022, où on a fait une réunion avec tous les médiateurs, c'était un petit peu une phase de test. Puis avec le décret, bien sûr, ce n'est plus une expérimentation, mais une pratique que nous avons généralisée. Mais voilà, pour cette expérimentation, je vous indique ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Et c'est quand même assez intéressant. Donc, l'expérimentation, en fait, l'idée, c'était de la mettre en œuvre aux référés sociaux. Alors, aux référés sociaux, je vous ai indiqué ce que ça recouvrait. Concrètement, les parties assignent, placent l'assignation et ensuite, l'audience se tient environ 2 mois après la date de l'assignation. Alors, justement, j'ai mis à profit ces délais d'attente pour permettre aux parties de rencontrer un médiateur dans le cadre d'une injonction. Donc, pour cela, alors, le format, c'est que je regardais le placement de l'assignation au niveau du RPVRA, lecture de l'assignation, regarder les dossiers qui s'y prêtent. Et donc, j'ai testé 2 formats. D'abord, une ordonnance d'injonction de rencontrer un médiateur
que j'ai intégré au RPVA avec l'aide de la directrice de greffe, qui est une trame avec toute l'information basique sur la médiation. Et donc, ça passe par le greffe, donc un travail de greffe, avec envoi au médiateur, au conseil des parties. Et si le défendeur n'est pas constitué, envoie également par courrier aux parties. Donc ça, c'était la partie ordonnance avec trame, injonction un petit peu lourde pour le greffe. J'ai testé en parallèle l'injonction par mail, adressée directement, que je faisais moi-même par mail, aux avocats, également au médiateur, avec injonction de rencontrer le médiateur dans le délai d'1 mois. Toujours la même chose que pour la trame, et avec indication, s'il n'est pas l'information du défendeur, demande de transférer mon message au défendeur dès qu'il serait constitué. Ensuite, à l'issue de cette première envoi, injonction, donc l'affaire se passe devant le médiateur entre les parties, et à l'issue du délai d'1 mois, le médiateur m'informe par mail de l'issue de la médiation, de l'injonction plutôt, réussite ou échec. Alors, moi, nous avons décidé au sein de la Chambre de ne pas demander au médiateur de détails sur qui est venu en médiation, qui a refusé, parce que nous avons choisi de ne pas tirer de sanctions, de refus des parties de se soumettre à l'injonction. Alors, il n'y a pas proprement parlé, à notre avis, de principe de confidentialité qui s'applique à cette première phase avant la médiation, mais nous ne souhaitons pas donc en tirer des conséquences, et donc nous estimons que ce n'est pas forcément utile ni nécessaire d'avoir un biais déjà avant d'avoir l'affaire qui revient devant nous. Si les parties ont décidé d'entrer en médiation, le choix est libre, conventionnel, judiciaire. Et donc, si les parties ne sont pas d'accord pour entrer en médiation, l'affaire donc vient comme prévu à l'audience fixée. Et dès que j'ai l'information de l'échec de cette médiation, j'envoie, comme j'ai déjà les mails des avocats, j'envoie un calendrier de procédure aux avocats. Donc, comme ça permet de ne pas perdre de temps. Et dans tous les cas, l'affaire peut être retenue, sauf demande de renvoi particulier des avocats. Mais en fait, en tout cas, cette première partie ne fait pas perdre de temps aux parties, aux justiciables. Si les parties se mettent d'accord pour une médiation judiciaire, eh bien, la plupart du temps, cela attend l'audience, en fait. Et donc, il y a une décision, donc je vais revenir après, qui est complète sur le montant de la provision, le choix du médiateur, la répartition entre les parties du versement de la provision. Voilà, donc ça, c'était un petit peu la présentation un petit peu de cette expérimentation qui devient pratique de la Chambre, donc plus particulièrement sur les référés sociaux. Un petit point, elle est également utilisée dans l'autorisation qui est donnée par la présidente de Chambre sur l'assignation à jour fixe, puisqu'elle inclut dans son ordonnance une injonction de rencontrer le médiateur qu'elle désigne dans son ordonnance, avec un calendrier de procédure, de sorte que quand le dossier revient à l'audience, quoi qu'il arrive, les parties ont pu faire également cette rencontre avant l'audience qui était fixée au fond. Sur la médiation, donc, je voulais faire un troisième point à partir de cette expérimentation test. Quelles instructions on peut tirer de cette pratique? Alors, nous, on en a tiré, enfin, moi en tout cas personnellement, dans les mairies référés sociaux, puisqu'on se les divise par personne dans la Chambre, je me sens que ce sont des résultats qui sont prometteurs, parce que d'abord, les injonctions, elles impulsent manifestement la médiation, la pratique de la médiation au sein de la Chambre. Judiciaire, conventionnelle, mais en tout cas, il y a de plus en plus de médiations qui sont ordonnées, donc c'est déjà un résultat prometteur. Également, il y a plus de désistements. Donc là encore, c'est un peu délicat parce que nous ne demandons pas d'informations au médiateur et nous n'en avons pas non plus le droit de savoir sur quoi portent les accords, etc. Mais en tout cas, je vois beaucoup plus de désistements dans les affaires en référé. Donc, c'est un véritable intérêt. Deuxième enseignement plutôt négatif cette fois-ci sur l'expérimentation, les injonctions par mail n'ont pas bien fonctionné. Donc, et le mail était un petit peu succinct.
Donc, l'idée, c'est à la suite du décret du 25 février qui instituait l'injonction à l'article 127-1, c'est de ne pas se contenter d'un mail, mais de le formaliser. Alors, soit trame classique, ça fait du travail de greffe, mais là, le greffe est en train de mettre en œuvre un message RPVA type d'injonction d'aller voir un médiateur qui permettrait d'éviter un travail trop lourd du greffe, mais qui serait quand même suffisamment détaillé pour être incitatif. Alors, je ne l'ai pas dit, mais la mesure de l'injonction, tout comme la médiation, ce sont des mesures d'administration judiciaire, hein. Donc, ça peut prendre toute forme. Effectivement, le mail n'est pas bloquant, donc c'est possible. Alors, troisième enseignement et importance de ce projet, c'est que les médiateurs soient associés, bien évidemment, à cette injonction et au développement de la médiation. Et ça a été l'objet de notre réunion du 14 avril, où nous avons réuni tous les médiateurs intervenant sur le sujet, puisque l'injonction, vous le savez, c'est une procédure qui est gratuite, sans frais pour les parties, qui est chronophage pour le médiateur, qui donc nécessite des médiateurs qui sont volontaires. Donc, l'expérience, nous l'avons menée avec 2 associations qui acceptaient de s'y prêter, parce que c'est vrai que pour l'une des associations, il n'y a pas eu des milliers de médiations, donc c'est quand même du temps. Et il faut s'assurer de l'accord des médiateurs. Donc, ce que nous avons obtenu à l'issue de la réunion du 14 avril, et c'est un élément qui me semble central. Et enfin, la dernière instruction, c'est que sans le barreau, sans la présence des avocats et qui soient partants pour cette pratique de la médiation, ce n'est pas possible. Donc, il faut un état favorable à la médiation, comme je l'ai dit tout à l'heure en préambule. Et donc, pour cela, nous avons fait une première réunion avec le barreau, avec une réunion du pôle social de Paris le 30 mai dernier, et nous avons notamment rencontré les représentants de la commission sociale du barreau de Paris pour les sensibiliser sur le sujet. Et également, avec l'accord du bâtonnier Sicard, nous avons prévu que j'intervienne, pourquoi pas auprès de la commission sociale, justement, de prévoir une intervention sur le sujet pour sensibiliser les avocats et qu'il y ait un élan commun. Alors, Madame Gaillotte, nous avons plusieurs questions. Si vous pouvez conclure votre exposé, on posera la parole aux questions. Tout à fait. Donc, j'en termine sur les problématiques de la médiation dans les conflits sociaux. Sur l'injonction, est-ce qu'il s'agit l'injonction de rencontrer un médiateur, s'agit-il d'un transfert du rôle du juge vers le médiateur? C'est une question qu'on peut se poser. Comme je l'ai dit, l'injonction est chronophage. Non. Alors, moi, je répondrais plutôt non en disant que le juge, d'abord, n'a pas les parties toujours devant lui et que c'est important d'avoir une présentation d'un médiateur formé sur la médiation pour inciter à la médiation, chacun son métier. Et également, mais la présence du médiateur aux audiences de référés sociaux n'est pas pertinente parce que nous n'avons pas suffisamment de dossiers, donc ce serait vraiment trop chronophage. Deuxième point qui dit que ce n'est pas un transfert au médiateur, donc comme je l'ai dit, donc, chacun son métier, ça je viens d'indiquer. Le rôle du médiateur et du juge, ce n'est pas du tout le même, hein, également, l'absence de transfert. Le juge est là pour trancher le litige, le médiateur rétablit un équilibre entre les parties, ce qui n'a pas le même objet. Donc, il me semble que c'est pas du tout, cette question ne se pose pas. Alors, la question de la spécialisation du médiateur et de sa formation, je pense que ça peut être une question, mais il ne me semble pas qu'il faut des médiateurs spécialisés en droit du travail pour intervenir dans nos conflits collectifs. En revanche, la formation du médiateur à la médiation, bien évidemment, et au fait d'être inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Paris est un point qui est important dans notre chambre, donc sur lequel je voulais insister. Il faut également une connaissance minimale par le médiateur des intérêts en jeu et des acteurs. Donc, c'est un peu l'objet de ma deuxième partie. C'est un peu un prérequis parce que les avocats sont spécialisés, ils sont bons et ils ont besoin d'avoir du répondant. Et en plus, il faut une appétence du médiateur. Enfin, sur cette question de la connaissance, il faut quand même pouvoir identifier qui a compétence pour engager la société
Donc, identifier ce que c'est qu'une délégation de pouvoir. Donc, ça, c'est un point que le médiateur doit maîtriser. Sur la rémunération, je voulais quand même en terminer par là. La rémunération, c'est un point important. La provision qui est décidée, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, c'est le point de départ du délai de 3 mois quand la médiation est ordonnée. C'est un dialogue qui doit s'instaurer entre les parties et le juge en amont. Je pense que c'est très important, ça fait bien partir la médiation, qu'il y ait un accord sur le montant de la provision. Donc, le juge propose, mais le médiateur et les parties doivent être d'accord. Également, un accord sur une discussion sur qui prend en charge la rémunération. Donc, souvent, c'est les sociétés qui prennent plus en charge, mais pas forcément. Ce n'est pas non plus une fin en soi. Et enfin, l'issue de la médiation, puisque c'est quand même important. Donc, ça peut être un accord qui sera homologué ou non par le juge. Donc, vous avez vu qu'il y a cette homologation qui est possible également sur la rémunération du médiateur. Donc, c'est un point qui intéresse également les médiateurs. Également, la nouveauté, c'est la position de la formule exécutoire par le greffe, donc une autre possibilité à l'issue de la médiation. J'ajouterais pour les juges, s'il y en a qui nous écoutent, qu'il faut vraiment soigner le dispositif qui est rendu à l'issue d'une médiation, à la fois sur la fin de l'instance, à la fois sur la rémunération du médiateur, sur l'homologation de l'accord, également l'ordonnance de taxe qui doit être rendue. J'en termine juste pour indiquer que, à côté de cette médiation qui est mise en œuvre dans les conflits collectifs, le projet est de mettre en œuvre la conciliation au pôle social sur la sécurité sociale à partir de l'automne. Nanterre expérimente déjà cette pratique sur les oppositions à contrainte et je rencontre donc le conciliateur sur ce sujet en septembre. Il y a un taux de réussite de 56%, donc ce n'est pas sans intérêt non plus. Et par contre, nous recherchons pour le pôle social de Paris un conciliateur qui serait intéressé pour effectuer ces conciliations sur les oppositions à contrainte URSSAF notamment. Donc voilà, un appel à candidature, sachant que je rencontre la présidente de l'association des conciliateurs. Mais donc voilà, si jamais, ça peut être en parallèle. Et enfin, au prud'homme. Dernier point, la conciliation des prud'hommes n'empêche pas, à mon sens, la médiation qui est déjà en place ou bien engagée en tout cas à Nanterre. On a une nouvelle coordinatrice qui arrive en septembre au prud'homme et l'idée serait peut-être d'utiliser, de mettre à profit l'attente de convocation devant le bureau de départage, devant la juridiction de départage, pour à envoyer les parties en médiation devant un médiateur désigné. Voilà, j'en termine parce que j'étais un petit peu longue.